Nous voilà de retour après cette petite pause en direct de notre studio virtuel. On va passer à la troisième partie de notre table ronde où on va avoir l'occasion de poser tout un tas de questions à nos intervenants. C'est un sujet, on le voit dans le volume de questions et le volume de personnes présentes ce matin qui intéresse, suscite un certain nombre d'interrogations. Pour commencer, on a une première question qui est peut-être un peu brutale, mais qui, à mon sens, assez intéressante. On l'a bien vu ce matin dans nos échanges, l'IA générative a un pouvoir transformatif profond sur nos métiers. Moi, ce qui m'interpelle, c'est son accessibilité, dans le sens où aujourd'hui, de nombreux outils qui permettent de faire des choses en effet formidables sont extrêmement accessibles et au plus grand nombre. Donc, si on va au fond de la réflexion, on peut se demander tout simplement si l'IA générative à terme n'est pas en train de tuer nos métiers et en particulier de tuer les agences de marketing et de communication. Donc j'ai envie de poser cette première question peut-être d'abord à Publicis, et Cyril pourra évidemment compléter et nous donner son point de vue. Mais voilà, en substance, est-ce que l'IA générative n'est pas en train tout simplement de tuer les agences? Merci pour cette question un peu tricky, mais réelle et passionnante à traiter. J'ai forcément un point de vue. On en avait parlé un petit peu dans le cadre de la préparation de cette intervention. Et c'est une vraie bonne question. Et pour commencer, il faut d'abord l'accepter et intégrer la façon dont effectivement les états-majors marketing, les entreprises réagissent au contexte général et à l'intégration de ces outils dans ce contexte général. Parce qu'effectivement, il faut considérer la réalité des entreprises et des marques. La pression sur le budget des ménages, on en parle tous les jours, du pouvoir d'achat, des arbitrages incessants qu'on fait les uns les autres, quel que soit notre budget. Et on oubliait, ça revient avec aujourd'hui le matraquage fiscal qui va peut-être arriver côté entreprise, de penser au budget des entreprises et à leur réalité, aux marges de manœuvre qui se réduisent, au niveau de confiance qui baisse. Et on sait d'expérience que c'est les budgets marketing qui trinquent assez vite dans ces situations un peu challenging. Et les investissements marketing, donc ceux que vous pouvez manipuler en qualité de responsable de marque, de directeur de marque, ils baissent, mais les enjeux, eux, restent énormes. C'est-à-dire que les questions qui sont posées, les points de contact à couvrir, les cibles à comprendre, adresser, l'innovation de produits à défendre, ça reste évidemment au menu, même si le budget, lui, il est resserré. Et donc, je dirais que pour répondre à cette question, il faut quand même confronter cette réalité j'ai moins de moyens, donc le raccourci simple, c'est effectivement utiliser ChatGPT pour mes textes, Midjourney pour la composition d'images, et roule ma poule avec quelques bons freelances, un peu d'huile de coude et d'intelligence pratique. Je vais changer un peu mon modèle économique et ça va fonctionner. Il y a au moins deux obstacles à ça, ou deux réserves à partager, même si je suis jugé parti, donc vous serez libre de prendre de la distance sur ce que je raconte. La première réserve, c'est l'évolution phénoménale de la nature des productions liées à la communication publicitaire, à la communication d'une marque. Il y a une génération, quand on faisait une campagne, on l'adressait avec quelques ressources, des canaux assez concentrés. Et dans un kit de communication, on pouvait parler de 10 à 15 formats et c'était plié. Aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la catégorie, c'est l'expérience quand on est dans ce marché. La moyenne, tu peux mettre peut-être le suivant. Ça, c'est un extrait, effectivement, et ça a évolué encore en 2 ans. Vous avez à gauche ce que on racontait au directeur des achats pour expliquer l'évolution de nos métiers, marketing comme l'évolution des compétences nécessaires pour monter un plan marketing. Et de manière très très pragmatique, donc l'évolution du nombre de productions par campagne.
qui est passé d'une trentaine à 150. C'était les ABAC dont on parlait il y a 2 ans. Il y a un papier assez complet du Monde qui a été diffusé le mois dernier qui parlait sur des grandes campagnes de 300 à 450 messages, compositions à réaliser. Et évidemment, dans ces cas-là, c'est plus du manuel, c'est plus de l'artisanal. On parle d'industrialisation de la production créative. Et dans ce cas, effectivement, bien sûr qu'on a besoin d'IA. Tout le monde a besoin d'IA. Mais d'une IA régulée, d'une IA conscientisée avec tous les sujets qu'on a évoqués, et d'une IA économiquement performante pour qu'elle rentre dans vos budgets. Donc je dirais que tuer l'agence à court terme, c'est peut-être un pari qui peut être payant sur certaines opérations. À terme, si vous voulez sécuriser vos opérations, vos campagnes, réussir à avoir de la productivité efficace sur de tels déploiements, des sécurités, c'est peut-être un pari audacieux que de se passer d'une agence. Je dirais que tout dépend peut-être des opérations dont on parle. Très bien. Cyril, est-ce que tu as un point de vue, puisque je sais que tu as, dans ton passé, pu être largement actif dans ce monde de l'agence. Qu'en penses-tu? Alors oui, effectivement, ça je l'ai pas précisé, mais j'ai un passé dans le marketing et la communication, et j'ai notamment été en agence et à la direction de l'innovation et du planning stratégique. Donc ce sont des choses qui me parlent, et comme j'ai la réputation d'être un affreux bavard, je vais essayer d'être très synthétique. À la question « Est-ce que l'IA va tuer l'agence ?», ma réponse est la suivante. Oui, mais non. Alors je vais commencer par le non. Non, parce que ce qui va tuer l'agence, ce n'est pas l'IA, c'est le niveau d'exigence de l'annonceur. Et de fait, là aussi, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que l'annonceur qui voudra produire, et je parle vraiment de production, de delivery, des campagnettes ou des visuels ou même des audios, etc., pourra, oui, se passer de l'agence, si son niveau d'exigence ne se situe pas à l'échelle de l'idée. Et nos amis nous ont quand même parlé de l'idée tout à l'heure, qui est au centre de ce métier et qui doit le rester. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave à ce moment-là, parce que si on peut se passer de l'idée parce qu'on est dans quelque chose de très promotionnel, pourquoi pas? Et puis, advienne que pourra. Donc non, ça va pas tuer l'agence, mais oui, ça va un petit peu, comment dire, l'abîmer. En tout cas, ça va abîmer les agences qui ne seront pas au niveau. Et donc, sa sélection naturelle, comme d'habitude, ça va faire du tri, pardon pour le mot qui n'est pas très joli, mais ça va faire du tri. Et là encore, rien de nouveau sous le soleil. C'est déjà le cas depuis des années. Il y a de moins en moins d'agences, il y a de plus en plus de concentration, et seuls les meilleurs resteront. Et on espère que les meilleures, ce seront celles qui, effectivement, sauront trouver les meilleures idées et valoriser aussi les meilleures idées. Parce que le problème, et je peux le dire maintenant que je ne suis plus en agence, le problème, moi, que j'observe depuis 25 ans sur ce marché-là, c'est que finalement, l'annonceur ne veut plus payer l'idée. Il veut payer les brouettes de livrables, mais il ne veut pas payer l'idée. Et donc, c'est aussi la responsabilité de l'annonceur que d'assumer que l'idée créative, ce n'est pas une IA qui va la trouver, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont pour certains 20, 30 ans d'expérience. Et ça, bah, malheureusement, ça se paye, les amis. Pour mémoire, et j'en terminerai là, ça a commencé par l'intégration des métiers d'agence, et y compris d'agence média, chez les annonceurs. Moi, je me souviens quand L'Oréal a commencé à intégrer ces métiers-là en interne, et donc à bypasser petit à petit un certain nombre de ces prestats. Et puis, j'en terminerai aussi avec un parallèle assez trivial, désolé. Est-ce que l'arrivée du smartphone, qui nous a tous rendus photographes quasi professionnels avec les lentilles et tout ça, est-ce que le smartphone, et est-ce que Adobe, à son époque, Photoshop, a tué l'agence? Je crois pas. Parce qu'il nous faut des hommes et des femmes de talent pour pouvoir faire un métier qui, je croise les doigts, restera créatif au sens noble du terme le plus longtemps possible. Et ça, l'IA ne saura pas le faire. Très bien. Un mot pour ponctuer effectivement cette intervention. Effectivement, moi je souscris pleinement à ce que vient de décrire Cyril. Et ça nous oblige, agence, je dirais toute la catégorie, à faire acte de transparence et de pédagogie sur la nature de nos métiers, sur ce qui se passe réellement, ce qu'on mobilise comme compétences,
comme niveau de créativité pour créer de la valeur, parce que faut pas oublier qu'on a parlé beaucoup finalement d'innovation à travers l'IA, innovation technique, mais il y a de l'innovation aussi créative, et c'est ça qui permet de créer de la valeur pour des marques, de distinguer un produit lambda d'un produit qui va construire de l'imaginaire, construire du positif. Et ça, c'est un métier qui suppose un certain nombre de compétences, de réflexion stratégique, de planning, d'itération créative, de qualité technique, auxquelles s'ajoutent, ça n'aura échappé à personne, des enjeux aussi technico-juridiques. Le RGPD que tout le monde a considéré que parfois on repousse, mais on le repousse pour qu'il revienne un peu mieux dans nos vies professionnelles respectives. Il faut bien de la compétence, il faut bien de l'expertise pour faire que les grandes opérations, peut-être pas le tout venant, mais les grandes opérations qui construisent une trajectoire de marque, elles soient performantes, créatives et sécures. Et ça, c'est un métier. Il faut aussi qu'on s'explique là-dessus, qu'on dise on ne fait pas que des jolis créas qui sont sympas à regarder, dans lequel il y aura un débat de couleur ou de taille de typo. C'est pas ça qu'on attend de nous. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on voit notre métier. Et si on pose ce décor-là, normalement, il y a de la place, effectivement. Avant de laisser la parole à Nathalie, je trouve ça hyper intéressant ce qu'on dit là, c'est que c'est peut-être l'occasion d'avoir enfin une grande explication entre les annonceurs et les agences. Ça fait des décennies qu'on a des incompréhensions mutuelles sur tout un tas de sujets, et c'est peut-être l'IA qui va nous permettre un jour, et à mon avis très proche, de poser vraiment les vrais sujets sur la table et de régler tout un tas de problèmes. J'en termine et je laisse Nathalie aborder la prochaine question. Alors déjà, je voulais m'excuser auprès de Cyril sur ton idée que tu étais bavard. En fait, ce n'est pas toi qui est bavard, c'est Sylvain, donc je m'excuse. Alors, on a une question d'Albine que je trouve hyper pertinente qui dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire aussi, et est-ce qu'il ne faudrait pas que des acteurs se positionnent en disant « je n'utilise pas l'IA ». Et c'est un vrai engagement, le vrai engagement durable, c'est celui-là, en termes des RSE. Et je choisis de ne pas le faire parce que justement, tout ce que vous avez dit, les risques, les impacts sociaux, environnementaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce possible? Aujourd'hui, oui. En pratique, là encore, c'est d'être le chantre d'une certaine forme de pragmatisme, même si c'était un peu technique comme intervention. On a le cas je peux en parler, il y a de Casto, même si ce n'est pas l'agence en tant que telle qui l'accompagne, mais c'est le groupe Publicis. Le directeur de marketing de Casto a absolument voulu, dès que ces solutions ont été généralisées, lancer un POC pour disposer d'un agent conversationnel qui fluidifierait le parcours de ses clients sur une aide à la décision dont on sait qu'elle est utile quand on ne sait pas quel type de perceuse choisir quand on a un budget X ou Y. Bon, ça c'est un early adopters. C'est pas poser la question de savoir, un peu comme Transavia aussi, on a des cas de figure, où des marques très très tôt font du test and learn, et c'est quand même par là que tout démarre. Et on a certains profils effectivement qui l'adoptent et qui réfléchissent aussi. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme le rappelait Cyril. Et d'autres, et on a des cas très très concrets, qui refusent notamment sur la production d'images pour des questions d'éthique, pour des questions aussi d'authenticité, de recourir à ces compositions. Et ça marche. Ça marche. Le modèle traditionnel, il n'a aucune raison de ne pas exister. Aujourd'hui, ça marche. C'est possible. Ça peut avoir des implications économiques. Mais là encore, le raccourci qui laisse penser qu'en utilisant des solutions d'IA, ça va être moins cher parce qu'on va pouvoir dégainer de manière automatique des images, c'est un raccourci parce que le temps de génération pour faire une image de qualité, c'est un temps réel. Enfin, tu l'as expliqué sur la partie pré-prod. Et il y a tous les enjeux techniques, juridiques, de contrôle qui font qu'économiquement, pour l'instant, pas totalement démontré sur la partie génération d'idées qu'il y a de grosses économies à faire. Sur la partie production, c'est un autre débat. Je vais faire plaisir à Nathalie, du coup, on prend un petit peu la parole, mais je pense que sur la partie positionnement RSE, il y a un pari risqué. Et c'est bien l'intérêt de l'échange de ce matin, on peut tout de suite essayer de prendre le train en marche d'une manière, en tout cas assez vertueuse, on va dire comme ça,
en se disant que effectivement, si dès le départ, on respecte un certain nombre de guidelines, mieux prompter, faire qu'une utilisation nécessaire, aller tester des IA un peu plus frugales que d'autres, etc., on peut être dans la révolution et ne pas la voir passer. Moi, ce que j'y vois, c'est un risque de voir passer cette révolution qui, de toute façon, va s'intégrer dans les solutions que l'on utilise déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que des IA comme ChatGPT ou dans Copilot ou autres sont en train de s'effacer au profit des outils qu'on utilise tous au quotidien. On a parlé d'Adobe tout à l'heure, on peut parler de la suite Microsoft et autres. Et en fait, elles vont être intégrées dans ces outils-là. Et donc, de facto, on va les utiliser, qu'on le veuille ou non. Il y a un côté un peu artisanal dans cette question qui est intéressante. Je pense que tout l'enjeu, en tout cas, notamment avec le parcours éthique que proposait Sylvain tout à l'heure, c'est bien d'essayer d'intégrer un maximum de choses pour essayer de bien faire dès le départ. Forcément, dans 5 ans, on regardera en arrière, on se dira, on aurait pu faire mieux, certes, mais je pense qu'avant d'aller chercher dans un positionnement RSE l'usage un peu frugal, voire ne pas utiliser les IA, je trouve ça un petit peu extrême. Et surtout, il y a un pari qui est assez important. Et donc, il faudra pouvoir parier, il faudra pouvoir en assumer d'éventuelles conséquences plus tard, parce que ça peut être des décalages avec les usages des audiences cibles, avec les usages des collaborateurs, des collaboratrices en interne. Donc, c'est une question intéressante, mais je pense que l'enjeu de ce matin, c'était d'essayer d'accompagner tout le monde dans le bien faire, le faire aussi bien que possible, en tout cas, dès le départ. D'ailleurs, dans le chat, Adrien, dans le chat, il y a Adrien Dedenne qui vous a mis le lien, qui a parlé du référentiel de l'AFNOR. Donc, merci beaucoup. Cyril a remis le lien. Donc, on voit qu'il y a du cadrage, effectivement, qui existe aussi en externe. Pardon, Sylvain. Et merci, Adrien, de l'avoir fait. Pardon, s'il y a juste une petite virgule pour Adrien, effectivement, puisque c'était la partie éthique n'avait pas vocation à être exhaustive. On est vraiment en mouvement sur ces questions-là. C'est une représentation à date des points de vigilance ou de questionnement qu'on se pose avec nos clients sur la manière de produire des campagnes. Et merci pour cette référence, en l'occurrence le référentiel AFNOR sur l'IA frugale, qui effectivement est très très robuste pour appréhender les bonnes pratiques sur cette partie du parcours. Alors, pour commencer ma réponse à cette question, je vais partir de la fin et rebondir sur ce dernier mot, sur les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, il y a effectivement le référentiel de l'AFNOR, et néanmoins, la littérature scientifique sur le sujet du bilan environnemental de l'usage des IA génératives, il n'y a pas consensus aujourd'hui. Déjà, elle est relativement pauvre parce que c'est extrêmement compliqué d'analyser le véritable impact écologique. Premièrement, parce que notre premier réflexe à tous, c'est de le penser CO2, et c'est pas uniquement CO2. Et deuxièmement, parce que notre premier réflexe, c'est également de le penser à travers les usages que l'on a au quotidien de l'outil IA générative, là où il faut réfléchir, analyse du cycle de vie complet, c'est-à-dire et la production du device avec lequel je vais interagir, que ce soit un laptop ou que ce soit un smartphone, il a fallu le fabriquer, ça a consommé beaucoup de CO2, beaucoup d'eau, etc., jusqu'à son recyclage en passant par les data centers, etc. Donc c'est un sujet qui est éminemment complexe, qui n'est pas très bien traité. Il y a une référence mondiale, elle est canadienne, elle s'appelle Sacha Lucioni. Elle a produit un papier de recherche dessus. Elle a d'ailleurs été désignée par Time Magazine comme l'une des 100 personnes au monde qui comptaient le plus en matière d'IA. Vous pourrez trouver son papier de recherche et vous pourrez l'écouter dès janvier dans Trench Tech. Maintenant, à cette question, est-ce qu'il vaut mieux revendiquer une non-appartenance ou un non-usage de l'IA et de l'IA générative, parce qu'on n'a pas trop distingué ces notions entre les différentes IA. C'est important quand même. Les IA, entre guillemets, traditionnelles, machine learning pour faire du prédictif, de l'analytique, etc., de toute manière, elles sont déjà partout. Donc, vous l'utilisez sans même le savoir, donc il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Et sur les IA génératives, ma réponse, de toute façon, c'est non. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, pourquoi? D'abord parce que, c'est ce que rappelait d'ailleurs Alexandre, souvenez-vous de mon schéma tout à l'heure, c'est un véritable game changer, c'est-à-dire que vos clients, vos partenaires vont l'utiliser, si vous ne l'utilisez pas, ils vont avoir acquis des réflexes
qui feront qu'ils attendront de vous certaines choses que vous ne pourrez pas leur fournir. Et donc, il va y avoir, à un moment donné, les parallèles qui vont se séparer. Et de la même manière, puisque vous êtes pris en étau par ces usages qui changent à l'extérieur, les usages changent aussi à l'intérieur. Souvenez-vous de la vague du « bring your own device », c'est-à-dire que les entreprises étaient réputées être moins bien équipées, à cause de leur DSI, hein, évidemment, c'est toujours les mêmes, moins bien équipées que leurs propres utilisateurs qui avaient le dernier iPhone, le dernier laptop, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On venait avec nos propres devices. Ben là, c'est pareil, on vient avec nos propres AI. C'est le Bring Your Own AI. Ça a été théorisé et observé sur le terrain par Ian Ferguson, qui est un sociologue qui travaille pour l'INRIA. Donc, de toute manière, l'IA va rentrer dans l'entreprise quoi qu'il arrive. Donc, vous ne pouvez pas vous passer de l'IA. Bon, une fois que j'ai dit ça, il faut quand même se poser aussi la question. Est-ce que me priver de l'IA générative pour réaliser une campagne, si tant est que je sois capable de réaliser une campagne, on va dire, d'envergure à la type Coca-Cola ou je ne sais quoi, Renault, etc., est-ce que c'est mieux ou c'est pire que d'envoyer une équipe de tournage en Afrique du Sud pour réaliser mon spot? C'est quoi le bilan carbone? Et alors, les professionnels d'agence vont me dire, écoute, ça fait bien longtemps qu'on va plus en Afrique du Sud, les annonceurs n'ont plus d'argent. OK, mais en Roumanie, c'est pareil. Donc, c'est quoi le vrai bilan carbone d'une campagne qui est créée par des humains et sans IA, ou celle qui est créée avec de l'IA. Et le deuxième et dernier point, c'est peut-être que donc c'est non dans l'absolu, mais sur certains items et sur certains cas particuliers, peut-être qu'il est possible de le revendiquer. Souvenez-vous, il y a quoi, peut-être 20 ans, Dove, quand Dove communique en disant aucune la beauté naturelle. Hein, donc c'était pas Publicis, hein, messieurs, je crois que c'était une agence d'en face, on ne donnera pas son nom, mais la beauté naturelle, c'était nous ne photoshopons pas, c'est dur à dire, nos mannequins, c'est terminé. Eh bien là, on peut très très bien revendiquer, nous n'utiliserons pas l'IA générative pour produire des visuels, et de fait, nous conservons de l'emploi. Nous conservons l'emploi des mannequins, nous conservons l'emploi des photographes, des studios, etc. etc. Et ça, c'est un enjeu également de RSE que de maintenir l'employabilité, à plus forte raison sur un territoire, puisque là, on parle entre Bretons. Très intéressant. Ça fait, à mon sens, une transition parfaite avec la question suivante, qui est de s'interroger un peu sur... et on remonte à un niveau un peu sociétal, mais c'est comment on va pouvoir accueillir les nouvelles générations dans quelques années qui vont être totalement IA natives. À mon sens, les dernières grandes vagues de transformation qu'on a pu observer, subir, chacun définira le verbe d'action qu'il souhaite. On a été un peu en réaction, le web, le mobile aujourd'hui. Personnellement, j'ai des enfants, c'est un sujet très compliqué. Moi, je me sens absolument pas préparé à savoir comment cadrer. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui sur l'IA générative, c'est qu'on est à peu près tous dans le même bain, c'est-à-dire qu'on est à une étape où on prend connaissance de ses capacités, on commence à dessiner les premiers usages. Voilà. Dans 5-10 ans, vont arriver dans l'entreprise des générations qui sont complètement natifs avec ça et qui, pour le coup, vont peut-être être en décalage avec les règles qu'on est en train de définir, que vous nous présentiez chez Publicis et dont Cyril nous parlait aussi, des règles d'usage. Voilà. Et ça, ce phénomène, moi, je m'interroge sur comment l'entreprise ou l'agence pour Publicis, on va pouvoir réussir à faire en sorte qu'on ne subisse pas comme on subit aujourd'hui certains décalages au niveau de ce sujet de l'IA générative. C'est pas que c'est un petit écho, pardon. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que effectivement, c'est les futurs experts et les experts de demain. C'est des profils qu'on accueille en stage, en alternance, en apprentissage au sein de l'agence. Et il y a une inquiétude qui est forte à deux niveaux. Je pense qu'il y a un premier niveau d'inquiétude dans les profils que l'on peut croiser, c'est que les IA génératives ont des biais et les IA génératives, pour certaines, peuvent donner des informations fausses, on l'a vu tout à l'heure, mais à une échelle extrêmement importante. Ce n'est pas 5% d'erreur, on est plutôt de l'ordre des 40, 50, voire parfois 60% d'erreur dans les taux de réponse. Et aussi, les jeunes générations implémentent les résultats sans vraiment aller rechercher la véracité de l'information. C'est-à-dire que dans presque la majorité des cas, ils vont prendre un résultat de ChatGPT et puis l'intégrer dans une réponse
que ce soit demain un rapport qu'ils aient à faire dans une école ou autre. Donc, ça pose la question qui est de toute façon posée à tout le monde, c'est de l'usage en responsabilité et c'est de la vigilance. Et cette question de la vigilance, Thomas, tu parlais de d'avoir des enfants aujourd'hui, on parlait du smartphone, bon, elle est assez présente par rapport aux écrans, c'est extrêmement théorisé, on a beaucoup d'éléments de réponse là-dessus pour expliquer que l'écran, il faut le consommer d'une manière assez responsable. Donc, nous, à l'agence, je pense que ce qui est, on l'a vu dans la partie adoption, dans les métiers de l'agence, il y a un encadrement, il y a une acculturation qui est extrêmement importante. Je pense qu'il va être du rôle des entreprises de faire ce travail de transmission et de formation auprès des jeunes générations. Donc, il faut soi-même déjà avoir un bon niveau d'alerte sur les usages et sur les conséquences. Et il faudra aussi c'est ça. Et je pense, par exemple, à toutes les personnes, et j'ai la chance d'en faire partie, qui interviennent dans des écoles, des professionnels qui interviennent dans les écoles. Eh bien, c'est à nous d'aller prêcher une bonne parole et de venir apporter cet encadrement auprès des jeunes générations pour expliquer comment bien faire, en tout cas faire au mieux. Et ensuite, il y a des responsabilités individuelles, on pense aux parents notamment, à transmettre ces informations-là. Je pense que des sujets sont documentés. Quand on a vu l'arrivée de Google, il y a oui, un paquet de temps maintenant, ça ne nous rajeunit pas, eh bien, on a compris qu'on avait potentiellement accès à toute l'intelligence sur la planète de manière extrêmement simple et extrêmement facile d'accès. Ça a entraîné des dérives. Je crois qu'il faut avoir une certaine confiance dans la suite parce que on voit bien qu'on arrive à peu près à maîtriser. On a des dérives forcément, et puis, mais on arrive quand même à peu près à maîtriser parfois certains usages et à être assez alerte sur l'information que l'on reçoit. Et c'est vrai, tout à l'heure la densité de fake news qui nous entoure. Effectivement, les jeunes générations, je pense je pense qu'elles vont nous surprendre dans leur capacité à être alerte parce que c'est leur réalité, c'est leur avenir qui sont en jeu au niveau de l'information. Juste avant de laisser la parole à Cyril, je voulais vous partager un logiciel que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est une IA, c'est Vera. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, qui est accessible par un numéro de téléphone que je vous mettrai dans le chat, qui est un numéro évidemment gratuit. Et c'est une ONG qui est derrière ça, qui s'appelle La Réponse Tech. Et en fait, c'est une IA qui est pluguée à des sources d'informations connues et vérifiées, à laquelle vous pouvez discuter et qui va vous fact-checker extrêmement simplement des informations que vous pouvez lui partager. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous mettrai ça dans le chat. Pour moi, ça fait partie des garde-fous par rapport à cette question et plus globalement, sans être prophétique, les enjeux d'équilibre entre productivité, créativité et puis responsabilité, c'est que je pense qu'il faut quand même un cadre. D'ailleurs, les différences de lecture entre l'Europe et les États-Unis et ce qui va se passer dans les mois à venir vont être intéressantes pour voir comment quelle vision on se donne de ces outils et au service de quoi on les emploie. Donc il faut quand même, et à l'échelle d'une entreprise, c'est possible aussi. Nous, on a commencé, tu disais, il y a quand même des enjeux et des principes qu'on se fixe sur la manière dont on intègre et dont on utilise ces outils, les exclusions à intégrer. Ça, c'est un premier point. Il y a le travail de concurrence et d'évolution au sein même des fournisseurs d'IA générative. On a vu le tableau, on parle beaucoup de ChatGPT et Midjourney, mais effectivement, c'est une constellation de solutions qui se déploie. Et il y aura des gagnants, il y aura des perdants dans cette catégorie-là, et il y aura forcément des opérateurs un peu plus engagés, un peu plus responsables, qui feront le travail en rebond de ton propos, Thomas, de labellisation de l'information, de sécurisation, de garantie quant aux résultats qu'on obtient avec leurs outils. Donc ça aidera aussi à accompagner nos générations et les futurs dans un usage qui soit performant et positif de ces outils. Et le dernier point, c'est la formation. Je relevais un résultat d'étude pour pas être trop bavard, j'en ai pas parlé, mais c'est
toutes les entreprises actent, souhaitent évidemment et considèrent logique de former l'ensemble de leurs cadres, de leurs employés sur ces solutions. Mais il y a un écart phénoménal entre le déclaratif et le réel. Ils sont une majorité à dire « Ah bah oui, il faut beaucoup de formation », mais ils sont une autre part, évidemment beaucoup plus réduite, à engager ces enjeux-là. Donc, je dirais un cadre, une vision. Ce que tu disais, Cyril, c'est bon, la stratégie et la vision avant le pédalage, de l'expérimentation, de la régulation liée aussi à la concurrence entre ces solutions et de la formation. Et avec ces enjeux-là, je pense qu'on peut accompagner les nouvelles générations comme nous à une intégration qui soit à notre service et pas à nos dépens. Peut-être un complément, cette crainte de voir arriver toujours la jeune génération avec un temps d'avance sur l'usage des outils techniques, et nous ringardisant et gonflant, je dirais, le conflit générationnel, elle est ancestrale, elle aussi, à l'arrivée, disons, de l'écriture, si je peux m'exprimer ainsi. Déjà, Platon, dans la bouche de Socrate, faisait dire que avec l'écriture, on allait perdre la mémoire, et que tous ces jeunes qui arrivaient sachant écrire allaient faire que les anciens qui transmettaient les connaissances et les savoirs par mémoire, en fait, c'était foutu. Bon, on n'a pas perdu totalement notre mémoire depuis. On a vu donc l'arrivée des jeunes avec les réseaux sociaux, avec les smartphones en entreprise, etc. Et de là, plusieurs leçons à en tirer, et s'en souvenir en tout cas. D'abord, les jeunes qui débarquent, et moi aussi j'ai donné des cours en école, les jeunes qui débarquent avec l'outil techno sont des consommateurs. Ils utilisent ces outils, ils n'ont aucun recul professionnel sur les enjeux et sur les failles également. Et ça, c'est vrai déjà avec les réseaux sociaux à l'époque, etc. Et c'est encore vrai avec les IA. Deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que quand bien même ils arrivent avec un temps d'avance sur les usages de ces interfaces, il leur manque toute l'expérience professionnelle qui, tout naturellement et de tradition, en fait, est transmise sur le terrain par les plus anciens, ceux qui les ont devancés et ceux qui ont cette expérience-là. C'est le cycle naturel, je dirais, de transmission et d'apprentissage sur le terrain. Non, ce qui peut faire davantage craindre quelque chose, c'est que les juniors, je ne parle même pas des stagiaires, mais les juniors qui arrivent en entreprise, on le sait tous, ils ont tendance quand même à essuyer un petit peu les plâtres et à être sur des tâches relativement simples pour pouvoir apprendre le métier. Dès lors que toutes ces tâches sont automatisables par des IA, est-ce qu'il reste de la place, entre guillemets, pour l'apprentissage de la part des jeunes de ces tâches-là? Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, enfin, puisque mon métier, c'est la formation et que tous les grands comptes que j'accompagne se posent cette question, effectivement, de ce conflit générationnel à travers l'outil technique, on pourrait aussi, c'était pas ta question, mais on pourrait aussi s'inquiéter de savoir comment on fait évoluer les compétences de ceux qui sont déjà dans la place. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, en ce qui concerne les jeunes, et pour en terminer, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien. Nous, on l'a exercé chez Talenco il y a 12 ans quand on s'est créé et qu'on accompagnait déjà la transformation digitale des entreprises. C'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. C'est-à-dire que les jeunes qui savent très très bien utiliser il y a 12 ans les réseaux sociaux ou le mobile montrent aux plus seniors dans l'entreprise comment s'approprier ces outils, comment les faire fonctionner. Ces petites poussettes de Michel Serres, ce sont tes enfants, c'est Constantin, etc., qui te montrent comment ça fonctionne. Et par contre, toi, dans cet échange, tu as aussi un certain nombre de choses à transmettre. Donc, le reverse mentoring, c'est une pratique de formation que l'on utilise pas mal chez Talenco, y compris à nouveau désormais sur l'accompagnement, sur le déploiement des IA. Eh ben, je vous propose une dernière petite question, réponse version courte, si vous pouvez, parce qu'on est un peu en retard. Ça serait quoi votre dernier mot à proposer au public qui nous écoute par rapport à cette matinée hyper riche? Votre dernier mot, votre dernier message, ça serait quoi? Je ne sais pas qui veut se lancer. Personne. Si, moi je veux bien commencer. Donc ce sera un mot très simple. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de progrès s'il est uniquement technique et s'il n'est pas social. Et donc j'ai envie, comme dernier mot, de vous laisser plutôt avec une question. C'est le progrès quel qu'il soit, aujourd'hui on parle d'IA mais ça pourrait être autre chose, le progrès quel qu'il soit, est-il vraiment souhaitable s'il ne se fait pas universellement et inconditionnellement au service de la condition humaine? Voilà.
le progrès est-il vraiment souhaitable s'il ne se fait pas inconditionnellement et universellement au service de la condition humaine? Je vous laisse 4 heures et ne négligez pas le fait que des gens de marketing et de communication ont un réel point et une réelle réponse à apporter à cette question qui paraît un petit peu haute, mais finalement, le marketing drive quand même notre quotidien et celui de nos enfants. Ouais, pas facile de passer derrière toi, Cyril. Changer peut-être de registre. Je vais reprendre la formule de grand pouvoir, grande responsabilité, effectivement, de Spider-Man ou de Batman, pour redescendre un peu. Effectivement, je dirais qu'on essaye aujourd'hui, ce matin, de faire la démonstration qu'on peut avoir une créativité responsable. Et être créatif en conscience, c'est possible. En tout cas, nous, on y croit. Et on pense que c'est un super chemin et que l'IA va forcément nous aider si on sait bien la gérer, à bouger les lignes, gagner en productivité, d'accord, mais derrière ça, essayer de construire du futur désirable et des représentations qui soient stimulantes pour le monde qui vient. Parce que ça, c'est, pour revenir avec cette formule, c'est notre responsabilité de projeter les entreprises, les marques et tous leurs messages, tous leurs investissements dans cette trajectoire. Et je terminerai juste, oui, en disant que déjà ce matin, il y a des éléments de réponse à cette question dans, par exemple, la prise en compte des éléments éthiques. Ensuite, qu'il faut embrasser le changement, parce que cette révolution-là, on en fait tous partie. Et puis, il est effectivement de la responsabilité de chacun de savoir comment bien utiliser, pourquoi utiliser. En tout cas, nous, par exemple, une société de services à destination de grandes marques, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer du lien. Ça peut être des impacts sociaux, sociétaux, comme tu disais, Cyril, tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de productivité, mais au service de la créativité et du bien que l'on veut, du good, et du feel good que l'on veut diffuser à travers les messages, les campagnes d'une marque ou d'une entreprise. Bah écoutez, un immense merci à tous les trois pour ce partage ce matin. C'est vrai qu'au sein de la Braise Marketing Academy, dans les rencontres régionales, on aime bien monter d'un cran et se poser des questions un peu fondamentales sur nos métiers. Et tu l'as dit, Cyril, le marketing, il est au cœur de la vie des gens. Normalement, le marketing, il est fait pour transformer la vie des gens. Il est fait pour apporter du bien, que ce soit au niveau individuel et collectif. Et là, je crois que ce matin, on a vraiment aborder ces questions de fond. Merci beaucoup. Je trouve qu'à la fois, on a pris de la hauteur et puis vous avez su aussi dans l'équipe de Publicis nous apporter des solutions. Alors, j'allais dire, tout le monde n'est pas publiciste. Donc, quand Alexandre nous présentait un énorme programme de transformation, tout le monde ne peut pas le faire. Et pour autant, je trouve qu'il y a plein d'éléments que chacun peut reprendre à son niveau et adapter, bien sûr, à la taille de sa structure. Donc, merci beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, et par rapport à Thomas, on avait passé beaucoup de temps avec vous à préparer cette réunion. Donc, merci aussi pour le temps que vous nous avez consacré. Et moi, je suis très heureuse en fait voilà, du niveau de partage que vous avez pu nous apporter. J'espère qu'au niveau du public, pareil, on a éveillé cette petite lumière, on va dire, en tout cas vos questionnements et vos réflexions sur le sujet. Voilà, donc en tout cas un grand merci. Et puis l'activité de la Braise Marketing Academy continue. Je vais faire un peu de pub pour mon local, désolé Thomas. Mais le 5 décembre à Brest, on fait un atelier sur la facilitation gratuite. C'était pas prévu la page de pub, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et puis en janvier, avec tous les animateurs, on va travailler sur le programme 2025. Donc pour tous ceux qui sont en ligne, si vous avez des idées de thématiques, de choses que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les partager. On est là aussi pour ça. Encore un grand merci en tous les cas à tous les trois pour ce joli moment de partage et de réflexion. Et merci Thomas, j'ai adoré préparer ça avec toi en binôme. Merci Coralie et RL qui sont derrière nous. Et Camille, mais voilà, on a aussi, c'est aussi un groupe, c'est aussi un collectif, la BMA, on y tient et on aime défendre cette idée. Merci à tous, bonne journée. Merci pour l'invitation, plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye.